baby! Dodge Viper Gen 3 Supercharge. What's up guys, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, un autre review sur le channel. On est dans un Viper 3rd Gen 2005. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je vais avoir énormément de fun aujourd'hui. Comme j'ai dans pas mal tous mes tournages, mais aujourd'hui particulièrement parce qu'on a du gros horsepower. OK? 1000 HP dans un de mes véhicules préférés, c'est-à-dire le Dodge Viper. Ça, pour vrai, pour moi, c'est vraiment la recette gagnante. Sauf peut-être la météo parce qu'à 5 degrés Celsius, ça colle pas beaucoup. Bien, pourquoi j'aime les Viper? Super simple. Là, on est dans un 3rd Gen. Ça vient from factory avec un V10, 8.3 litres, 500 horsepower, 525 livres de torque. Puis, c'est juste offert en manuel. Donc, un véhicule qui crie l'opulence, qui crie "Fuck you everybody". À toutes les RPM, des side exhausts, pas de traction control, pas de stability control, on a des ABS au moins, puis un véhicule américain qui handle comme un boat, pas si mal, ok? On n'est pas dans une Chevelle 67 là, on s'entend qu'il y a un minimum de technologie côté suspension là-dedans, mais c'est américain, c'est raw, c'est old school. Tant qu'à moi, l'auto, c'est vraiment la définition d'un hot rod moderne. Une bonne vieille transition à 3 pédales. Si vous avez besoin d'une raison pour aimer les Viper, voilà une bonne raison pour aimer les Viper. J'étais en 2e vitesse, j'étais pas full throttle, puis je viens de tracer 2 beaux 11 à terre. Vraiment clair. Quand j'ai des beaux 11, là, c'est 2 belles traces en 3,45 de large, facilement. Mais quand je dis facilement, là, si vous n'avez pas idée à quel point l'auto produit du torque, mais surtout à quel point l'auto produit du torque, peu importe le RPM, c'est un torque monster, littéralement. Puis sinon aussi, le power adder, on n'est plus NA, maintenant on a un bon supercharge. Ça tire en masse. On a un Paxton avec une poulie de 3 pouces. On sort 14 livres, puis 900 wheel HP. C'est mind-blowing. Puis pour soutenir ce horsepower-là en étant fiable, il faut faire des modifications. Donc on a un fully build. Les pistons ont été changés, les rods, les bearings, les push rods, everything. Tout a été changé pour justement accueillir les 1000 horsepower que produisent l'auto avec le supercharge à 14 livres de boost. C'est génial. On roule pas non plus simplement au gaz de rue, on a un mix. On a un mix d'essence super avec du méthanol. Puis c'est pas une injection de méthanol comme la plupart des propriétaires font dans leurs véhicules un petit peu plus récents. Là. Ils ont des kits AEM qui spray quand on a simplement un full boost ou un certain pourcentage de throttle. Là, c'est un mix. Donc, le proprio, à chaque fois qu'il va à la station d'essence, il met ça dans son bidon avec sa tank de méthanol pour faire le mix à la station d'essence. Sinon, il ramène chez eux, il met ça dans son garage. Après ça, il peut fuel up the beast. Donc, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus convenient, mais c'est faisable. Le propriétaire trouve que c'est worth it. Personnellement, je trouve aussi que c'est worth it. Fait que ces performances-là, c'est insane. Dites-vous, là, en ce moment, avec le supercharge, le 100-200 km/h se fait en 5,5 secondes. Il y a beaucoup d'autos qui font le 0-100 un peu plus lent que ça. Je ne parle pas des autos super performance, là, mais le 100-200, 5,5 secondes, c'est wow! Pour le temps au quart de mille, voiture américaine, je n'ai pas le choix de parler de ça. Là. On a la difficulté à mettre le power down, ça c'est sûr. On a beau avoir du 3,45 à l'arrière. Le 60 pieds n'est pas génial, mais le trap speed au bout du quart de mille, ça c'est, tant qu'à moi, c'est excessivement rapide. On roule le quart de mille, on arrive à faire du haut 10 secondes, on peut faire bien en bas de ça avec des drag radial. Puis on rentre à 140 000 à l'heure. Conversion de 140 000 à l'heure, hier, c'est 220, 200, peut-être un petit peu plus. Je suis vraiment mauvais en maths pour ça, là. Mais ça rentre excessivement vite pour une course
que tu pars à l'arrêt et que tu roules simplement pour 400 mètres. Le Paxton Supercharge fait plus que bien le travail. Avec les années, le Viper il a vraiment eu une réputation de véhicule qui veut te tuer, véhicule dangereux à conduire, difficile à conduire, qui a un handling assez douteux, ou du moins aléatoire, je dirais. C'est pas complètement vrai, c'est pas complètement faux non plus. OK, j'ai peut-être pas choisi le meilleur exemple. Dans celui-ci, on a un Supercharge. Il fait 5 degrés dehors. Les tires sont frettes. L'asphalte aussi. J'ai zéro traction. Mais pour être franc avec vous, c'est un auto conduisable. Et en ce moment, j'ai juste choisi des routes un petit peu moins twisty, ce que j'ai l'habitude de faire parce que je savais que j'allais avoir beaucoup trop d'HP, zéro traction et un Viper. Donc ça me tentait pas de le wrapper autour d'un pôle. Donc j'ai choisi pas mal des lignes droites. Le handling est pas si mal. Même pour dire le handling est bien, ça fait comme un véhicule moderne. Non, on n'est peut-être pas dans une GT3 RS 2019, mais la tenue de route est bien, surtout en usage routier. Là, ce que je veux dire, c'est surtout quand tu roules normalement là, sur les chemins du Québec. Ce que je veux dire, c'est que l'auto est conduisable, l'auto est viable, peut-être pas au quotidien, parce qu'on va se dire, dans la cabine, il n'y a pas énormément de place. Le tunnel de transition est énorme, parce que le moteur, on a beau avoir un hood de 4 km de long, là, le moteur est quand même assis loin dans l'engine bay. Il y en a beaucoup qui disent que c'est moteur de truck. C'est vrai que Dodge, dans le temps, ils avaient un gros V10 là, dans leur pick-up, dans leur truck. C'est pas exactement le même. Il a été envoyé chez Lamborghini, parce que dans le temps, Chrysler avait Lamborghini. Ils l'ont mis en aluminium, donc c'est pas un gros iron block super lourd. Les dimensions, contrairement à ce que bien les gens pensent, là, parce qu'on voit énormément des Vipers en photo, on en voit assez rarement en vrai. Là. Malgré que le véhicule a l'air grand, c'est pas un véhicule si grand que ça, parce que côté wheelbase, un Viper a un wheelbase plus short qu'un des Genesis. On peut pas s'attendre à du gros cuir partout puis des intérieurs excessivement bougie avec plein d'accessoires. On est dans quelque chose d'assez basic, puis basic au point que Dodge, quand ils ont fait de l'auto, ils ont décidé de share beaucoup de parts avec d'autres modèles de leur ligne. Le volant, c'est pas le même. Il fit sur un Dodge Neon, mais c'est pas exactement le même. Ils ont designé ça un petit peu différemment. Les grilles de climatisation, c'est Bolton sur un Audi TT, donc vice-versa aussi. La radio, c'est exactement la même radio qu'il y a dans un Dodge Caravan. Les boutons derrière le volant aussi pour les flashers et les lumières. Puis les wipers, ça c'est exactement les mêmes que dans une Caravan 2005. Une chance que le cluster, c'est pas le même parce que je serais quand même assez surpris de voir un cluster de Caravan qui va jusqu'à 320 km/h. On dirait que ça a été juste construit comme « Ah oui, ça fit là, ça marche, OK, on dépose ça là ici, c'est bon, on continue. » Donc, c'est des blocs Lego, ils ont vraiment pris un ramassis d'énormément de pièces. Les hubs en avant, c'est les mêmes qu'un Dakota ou un Durango, si je me souviens bien. On a 10 volts. Quel véhicule, quel auto, là, pas un truck, là, quel auto a 10 volts? Là? Le beau pattern, c'est littéralement 6 par 114.3. Donc, trouver des roues qui filent là-dessus et sur un autre auto, à moins d'avoir des spéciaux adapteurs, c'est excessivement difficile. Justement, mon jeune ami Francis Tassé qui drive actuellement avec un Viper première génération, puis il a mis des spéciaux adapteurs parce que sinon, si beau, tu trouves strictement rien. On est bien assis dans l'auto. D'origine, on est peut-être une petite affaire haut. Charles, le proprio, un petit peu plus grand que moi, donc il a fait la conversion pour avoir l'assise un petit peu plus bas. Moi, ça fait en sorte que je suis quand même capable de voir devant moi parce que sinon, honnêtement, la visibilité dans un Viper, c'est assez atroce, encore plus dans un convertible, à mon avis. Là, la vitre est minuscule, elle est beaucoup trop haute. Du moment que je descends le pare-soleil, on voit, entre le pare-soleil et le volant, là, on voit pas grand-chose. Je pense que j'ai comme un 2 pouces de vision au gros maximum. Mais un feature qui vient dans toutes les Dodge Viper, qui est quand même smart, c'est les pédales. Les pédales sont ajustables. J'ai littéralement un bouton en dessous de la colonne de direction, puis en dessous du steering plus précisément. Puis je peux avancer et reculer les pédales. Donc ça, ce que ça me fait, c'est que je peux avoir une position de conduite un petit peu plus optimale. Que j'ai la face du gars le plus concentré ever quand je fais un pull parce que j'ai dit ça prend 2 mains. Je viens de réaliser que je fais un pull et une main sur le terrain. J'en avais peut-être 2 là, j'ai pas réalisé. Mais wow, ça avance, c'est vite, c'est hot à conduire, c'est inspirant, c'est thrillant. Tous les adjectifs, tous les superlatifs ever, là, tu peux les appliquer à cette auto-là. C'est wow.
Côté look, si tu parles de Viper, quand tu parles de la 3e et 4e génération, c'est que tu aimes ou tu n'aimes pas. Il y a beaucoup de gens, du moins les puristes, vont dire que les vrais Viper, of course, c'est la 1re génération, mais sinon, 1, 2 qui ont le même body style, puis 5 qui fait un gros throwback à la 2e génération et la 1re aussi, parce qu'ils ont juste mis les lignes un petit peu plus affilées, les courbes un petit peu plus arrondies. Celui-ci est un petit peu plus sharp. Ce qui fait tant qu'à moi dire non à beaucoup de puristes, c'est que les 3e générations de 2003 à 2006, la plupart, en fait 90% des third gen sont convertis, donc c'est pas pour tout le monde. Personnellement, je suis pas un grand fan de Vert, j'aime beaucoup plus la version coupée. Ce que ça change entre la coupée puis la convertible, c'est le rear end. Quand on a une coupée, on a un petit lift, un petit ducktail un petit peu plus proéminent là, à l'arrière qui fait, à mon avis, un petit peu plus beau. Donc c'est mitigé. Comme je dis, c'est que tu aimes, t'aimes pas. Personnellement, j'apprécie. Contrairement à la 1re génération, on a mis des poignées de box extérieures, on a mis des fenêtres électriques, fait que c'est pas juste un plexiglas que tu mets sur le côté. Puis on a des ABS aussi, fait que c'est quand même technologique. Visuellement, l'auto n'a pas énormément de modifications. Quand on le regarde de l'extérieur, l'auto elle a l'air pas mal stock. C'est une 2005, puis c'est une des 100 Commemorative Edition qu'ils ont fait dans le monde. Donc ce véhicule-ci spécifiquement, il est un petit peu plus rare que la majeure partie des Vipers, sachant quand même qu'un Viper, c'est assez rare. Je pense de production entre 92 puis 2017 quand ils ont arrêté. Je pense qu'ils ont fait quelque chose comme 25 ou 26 000 voitures totales. Donc c'est pas énormément, sachant que ça a quand même été en production un certain nombre de temps. C'était des voitures hand-built pour la plupart. Puis oui, c'est sur une chaîne d'assemblage, mais c'était vraiment une petite équipe qui était l'équipe SRT qui s'occupait de toute la conception puis du montage du véhicule. Je sais que je me répète en ce qui concerne le HP, mais guys, c'est la première fois que je conduis à ce temps-ci de l'année un auto qui est 2 roues motrices, manuel, au-dessus de 1000 horsepower, puis my God, c'est quelque chose! Puis cette puissance-là, on essaye du mieux qu'on peut de la mettre à terre. Encore une fois, la météo est vraiment pas de notre bord pour que ça colle. C'est pas si mal. T'as pas de réaction. Mais au moins, j'arrive quand même à tenir l'auto relativement en ligne droite. Donc pour ça, c'est bien. En arrière, on a du NT05R en 345-39. Puis en avant, on roule le pneu Factory en 275. On est aussi sur les mags d'origine. Ils sont simplement été par le côté noir pour faire un look un petit peu moins, tant qu'à moi, un look un petit peu moins Hot Wheel. Le Viper par excellence, c'est comme le Hot Wheel, mais je suis pas un grand fan des Macromes d'origine sur les 3e générations. Donc je suis bien content que ceux-ci ont été par le côté noir. Est-ce que l'auto feel comme 1000 HP? C'est difficile à dire parce que le dernier review que j'ai fait, l'auto avait un petit peu moins de horsepower, mais avait des pneus moins collants puis avait un gearing beaucoup plus short. Donc, quand on arrive sur le top end, on sent que le Viper tire non-stop. À l'arrêt ou en départ, on sent qu'on a beaucoup d'HP. On sent peut-être pas qu'on a le 1000 pour simple et une raison. Il fait froid, donc si j'avais 300 HP ou si j'en ai 1000, ça spin dans les deux cas. Ça va taper le fond du RPM assez rapidement. Puis aussi, le final drive des third gen, c'est un 307 si je me souviens bien. Donc c'est vraiment long. Dites-vous que je peux pogner 100 km/h en première vitesse. Puis après ça, il en reste 5. Donc c'est assez intense. Côté aérodynamique, sachant qu'on a un design sleek, un design assez low profile, c'est pas le véhicule le moins aérodynamique, on s'entend, on se promène pas dans un Wrangler ou un G-Wagon. On a flat floor d'origine quand même. Les ingénieurs chez SRT, ils ont quand même mis l'attention des détails où est-ce qu'il fallait. T'sais, du 19 par 13 de tire à l'arrière, c'est huge. Sinon, un feature qui est très nice, des side exhausts d'origine. Quel véhicule vient avec des side exhausts d'origine à part le Viper? Sinon, Mercedes McLaren SLR. En dehors de ça, oui, le bon vieux AC Cobra, là. Mais je suis pas capable de penser à d'autres véhicules qui viennent avec des side exhausts. Un G-Wagon, ça compte pas, guys, s'il vous plaît. Mais c'est hot. C'est hot, c'est Hot Wheels, c'est motivu, c'est Big Energy. I don't know. C'est l'opulence, c'est américain, c'est too much, inutile, mais on aime ça. Donc ça, ce que ça fait en sorte, là, si je baisse un petit peu la fenêtre, j'entends très bien, mais très bien l'exhaust. En fait, même quand j'ai les fenêtres levées, parce que c'est zéro insonorisé, j'entends excessivement bien l'exhaust.
vais pas vous dire à combien j'ai été, mais je vous dis que la première vitesse, le fond de première vitesse, c'était 100 km/h. J'étais pas juste en première vitesse. Ah, c'est une expérience, c'est hot! Puis, ça vient aussi avec un beau son. On n'a pas le son d'origine, on a mis un exhaust. Donc, on a mis un exhaust Cadless M&M, puis le Catback Borland. Ça fait en sorte que la note d'exhaust, on l'entend pas mal mieux parce qu'un Viper avec des salles d'exhaust, en général, c'est loud. Mais les Gen 3 de toute la gang des Vipers, c'était les plus silencieuses parce qu'ils avaient mis des gros catalyseurs qui faisaient en sorte que dans la cabine, ça devenait excessivement chaud. Puis même chose pour le door seal. Faut quand même faire attention quand in and out, tu veux pas trop mettre ta main dessus après ce qu'on dit sportif ou après le nombre de pours que je viens de faire là, parce que ça risque d'être assez chaud. Je sens le heat rentrer dans la cabine parce que les exhausts passent vraiment de chaque côté de la cabine. Puis tunnel de transmission aussi qui est énorme. On sent la chaleur se dégager de là. C'est pas insoutenable, mais faire du trafic pendant des heures, ça doit être pas insupportable parce que si tu me passes ça puis tu vas aller travailler avec ça, tu vas faire du trafic tous les jours avec ça, je vais pas me plaindre. La cloche est pas si mal, puis surtout, je suis dans un Viper. Quoi demander de mieux? Overall, guys, c'est pas le premier Viper que je conduis. J'espère que c'est pas le dernier. Puis ça, à chaque fois que je prends le volant d'une, ça fait juste confirmer encore et encore pourquoi je veux un Viper. Je vais peut-être pas me gâter puis aller chercher un 3e génération. J'aime énormément la 2e gen GTS. Donc, marquez mes mots. J'avais une 2e gen GTS éventuellement. Je sais pas quand. Mais c'est un de mes goals, un de mes car goals que je veux, dur comme fer, avoir, posséder parce que c'est une expérience ce genre de voiture-là. Ça, c'est un cercueil de 1000 HP. J'en perds les mots. Je pense que le review va être plus court que les autres parce que je sais pas quoi dire, mais en même temps, mon cerveau processe à vouloir dire tellement de choses. C'est... Oh my God, wow! Et puis, guys, je dis ça, je dis rien, mais demain, l'auto s'en va au garage pour se faire mettre un kit twin turbo. Charles, il s'est dit, c'est pas assez 900 wheels. J'en veux plus. Donc, on va sortir les mêmes chiffres à low boost puis des chiffres vraiment plus insane à haut boost. Si vous voulez voir un review, parce que Charles m'a dit qu'il vient de passer son auto quand il va être twin turbo. Donc, si vous voulez voir un review, écrivez right now en commentaire twin turbo. N'oubliez pas, abonnez-vous au channel, likez la vidéo. On va se revoir au prochain review. Ciao, guys!